Merci. Mesdames et messieurs, nous allons commencer notre 3e atelier du campus Moyen-Orient. Donc veuillez prendre place si vous souhaitez y assister. On attend encore 5 petites secondes et on démarre. Eh bien c'est parti, merci à tous de votre présence et surtout merci à nos 2 intervenants que je vais présenter très brièvement. Donc merci de participer à cet atelier sur la route de la COP28, la transition écologique dans le Golfe, mirage ou réalité. Donc moi je me présente, je suis responsable régionale et auparavant j'étais en poste à Dubaï. Et donc la thématique aujourd'hui qui est représentée par Sandra Papet, qui est directrice Business France sur le pôle Clean Tech et Industrie, donc basée à Dubaï et compétente sur le Moyen-Orient. Et on est également en présence de Damien Ricordo, donc, qui est fondateur et directeur général de la société Finer Green. Donc aujourd'hui, ce qui nous rassemble, c'est le fait que donc, les Émirats arabes unis se sont affirmés comme un hub de l'investissement dans les technologies et les infrastructures vertes et durables, avec une stratégie nationale, pour ceux qui ne le savent pas, donc de l'énergie à horizon 2050. Le pays prévoit donc de verdifier donc ses ressources énergétiques. Donc on sent que clairement les Émirats arabes unis vont se positionner donc, comme un pionnier de la finance du climat. Et donc c'est dans cette conjoncture, bien entendu, que le pays donc, a obtenu la possibilité d'accueillir la COP28 donc, qui va se tenir en décembre. À cette occasion d'ailleurs, BPI France, aux côtés de Business France et de la Chambre, vont conduire une mission d'entreprise pour enchaîner donc rendez-vous collectifs mais également session de B2B pour les entreprises françaises. Et donc avec cette thématique qui nous anime, je vous propose donc de passer la parole à Sandra Papet, donc, qui va nous expliquer donc, effectivement quelles sont les opportunités à date et une compréhension du secteur avec tout ce contexte de la COP28. Sandra. Merci Lana. Vous m'entendez bien ? Donc nous sommes à la veille de la 28e COP, mais savez-vous ce que signifie le terme COP ? COP et d'où il vient ? C'est exactement, conférence des parties, Conference of the Parties en anglais. Et elle vient d'un sommet de la Terre qui a été organisé par les Nations Unies en 1992 et qui a donné lieu à l'adoption d'une convention cadre sur les changements climatiques qui a été adoptée donc, par les parties signataires en 1992 et qui a été implémentée quelques années plus tard. La première COP a eu lieu en 1995 à Berlin. Et depuis, les COP, donc c'est l'organe suprême de cette convention qui acte des dérèglements climatiques et de la nécessité de limiter les gaz à effet de serre. Depuis tous les ans, les États et représentations supra-étatiques telles que l'Union européenne, les scientifiques, les syndicats, les ONG, les entreprises se rassemblent pendant 2 semaines autour de cette conférence. Ce que je peux vous dire aussi sur la conférence, c'est qu'il y a une COP, donc ça c'est la COP climat dont on parle tout le temps. Il existe aussi une COP biodiversité qui, elle, a lieu tous les 2 ans et qui a eu lieu l'année dernière au Canada. C'était la COP 15, biodiversité. Donc l'accord, ce qui revient souvent, qu'on entend souvent parler dans les COP, c'est bien sûr l'accord de Paris qui a été adopté en 2015 lors de la COP 21 et qui place aussi la France en tant que leader dans la transition écologique. Et qui engage les États à limiter le réchauffement climatique de 2 degrés d'ici 2100 par rapport à l'ère pré-industrielle, qui les engage également à avoir un plan d'action sur 5 ans et à rendre des comptes tous les 5 ans, et également à abonder un fonds vert pour permettre aux pays émergents de pouvoir faire face au dérèglement climatique. Donc sur la COP 28, elle aura lieu à Dubaï, sur le site de l'exposition universelle, du 30 novembre au 12 décembre prochain. Donc le site de l'Expo universelle, il a été conservé. L'Expo universelle, c'était fin 2021, début 2022. Il a été conservé à 80% et transformé en ville intelligente et durable, avec des pistes cyclables, jardins, etc. Et il va être transformé pour l'occasion en 2 grandes zones, la zone bleue et la zone verte. Donc la zone bleue, c'est la zone de négociation qui est diligentée par les Nations Unies, par le ministère de la Transition énergétique pour nous en France. Alors là, pour y rentrer, c'est là où se passent les négociations. Pour y rentrer, il faudra un badge. Voilà, ça va être difficile en tant qu'entreprise, quasi impossible d'y accéder.
Et puis la zone verte, où toutes les entreprises pourront... elle sera ouverte à tout le monde. Donc les entreprises peuvent participer, peuvent avoir un stand. Il y aura une partie exposition, il y aura des conférences, il y aura des stands pour les startups. Voilà. Et là, vous le voyez, pour la première fois, la zone bleue et verte sont quasi imbriquées. En tout cas, elles sont vraiment sur le même site et à côté. Et ça, c'est une volonté et une nouveauté de la COP28 de mettre en avant le secteur privé et d'acter le fait que le secteur privé et le financement privé sont nécessaires pour pouvoir atteindre les objectifs de l'accord de Paris. Alors, non, c'est toujours la même, pardon. Voilà, sur ces deux zones. Alors, comment vous, en tant qu'entreprise, financeur ou organisme privé, vous pouvez être présent sur la COP? Alors, vous pouvez soit louer un stand. Alors, c'est très, 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 très cher. Vous pouvez venir avec la mission BPI France. On organise une mission sur 4 jours, mission Explore and Match, qui va permettre à une quinzaine d'entreprises de pouvoir être en immersion sur cette COP28, de pouvoir rencontrer les acteurs de la transition énergétique avec un focus ville durable, énergie et mobilité, et puis d'avoir des rendez-vous B2B avec ces acteurs. Voilà, il nous reste quelques places, donc si ça vous intéresse, venez me voir à la fin. Et puis, de manière générale, si vous êtes intéressé pour rencontrer les acteurs de la transition énergétique, si vous avez des solutions dans ce secteur, vous pouvez faire appel à un des bureaux de Business France ou de la Team France Export dans le secteur. Dans la zone PMO, on a 8 bureaux. Alors Damien, la transition écologique dans le Golfe, mirage ou réalité ? Merci beaucoup Sandra. Alors peut-être pour présenter un petit peu rapidement Finerine, et donc nous on est un acteur qui est spécialisé dans le financement des projets de transition énergétique, donc dans le monde entier. On intervient à la fois dans le financement de projets d'énergie renouvelable, donc solaire, éolien, biomasse, hydraulique, mais également aussi dans des sujets maintenant, sur des sujets de stockage, d'hydrogène, de mobilité électrique. On est implanté à Dubaï depuis 2018, donc ça fait 5 ans qu'on est basé là-bas et actif dans la région. Et donc, je vous ai fait un petit panorama des pays parce que l'idée de se dire, est-ce que c'est une mirage ou une réalité la transition énergétique au Moyen-Orient ? En fait, vous avez la réponse un peu ici. Alors, sûrement, vous ne voyez pas très bien, donc je vais vous l'expliciter, mais on vous a mis en gros les 5 plus gros pays de la région qui sont actifs au Moyen-Orient. Donc, l'Arabie Saoudite, le Koweït, le Bahreïn, Qatar, les Émirats Arabes Unis et Oman. Et en fait, ce qu'on peut voir clairement, ici, vous avez en fait les objectifs de chacun de ces pays sur la transition énergétique. Et ce qui est impressionnant de constater, c'est qu'on va dire que les 2 rouleaux compresseurs de la région, qui sont l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, puisque je rappelle, Arabie Saoudite, 35 millions d'habitants, les Émirats Arabes Unis, c'est 10 millions d'habitants. En fait, les 2 pays ont annoncé des objectifs très élevés en termes de transition énergétique, puisque l'Arabie Saoudite a annoncé que il y aurait en 2030 50% de sa production électrique serait d'origine renouvelable, et les Émirats Arabes Unis ont annoncé qu'en 2050 ils auraient 44% de la capacité installée qui serait d'origine renouvelable. Donc ça veut dire qu'en gros ces 2 principaux pays de la région ont annoncé que la moitié de leur production électrique serait d'origine renouvelable. Voilà. Après, quand on prend les 3 autres pays, Koweït, Bahreïn, enfin les 4 autres, Koweït, Bahreïn, Qatar et Oman, on est sur des objectifs qui sont aujourd'hui beaucoup moins ambitieux, avec, on va dire, entre 10 et 20% de production électrique. Mais bon, c'est déjà impressionnant de voir ça. Après, la réalité, c'est de se dire où on en est aujourd'hui par rapport à ce qui a été annoncé. Et en fait, ce qu'on voit, bon, pareil, c'est encore un petit graphique en reprenant les mêmes pays, c'est que par rapport à ce qui a été annoncé, pour l'instant, en gros, il n'y a pas grand-chose qui a été fait. Donc si vous voulez, en fait ici on vous a mis un petit peu le nombre de mégawatts installés en solaire dans la région. Ce que vous pouvez voir, c'est que en gros à fin 2022 on a 5 gigawatts de capacité solaire installée au Moyen-Orient. 5 gigawatts, c'est rien. Je veux dire, juste pour que vous preniez une mesure de la comparaison, en France aujourd'hui, uniquement en France, on a 15 gigawatts d'installés en solaire. Donc
et on a également un peu plus de 20 gigawatts d'éolien. Il n'y a pas d'éolien dans la région. Donc je compare, on va dire 35 gigawatts en France, solaire plus éolien, comparé à 5 gigawatts de solaire au Moyen-Orient. Donc en fait la France fait x7 versus toute une région entière. Donc il y a vraiment beaucoup à faire, mais quand on regarde les objectifs pour 2030, et ben en fait ils annoncent toujours de faire plus de 90 gigawatts en solaire. Et ce qu'on constate, c'est que, et alors vous ne le voyez pas ici, mais c'est qu'en fait il y a une vraie accélération. C'est-à-dire que avec le Covid, en fait, c'est des pays qui sont vachement liés au prix du pétrole, qui n'ont pas du coup beaucoup investi ces dernières années alors qu'ils étaient censés le faire. Mais on sent là depuis, je dirais que l'activité économique a repris, qu'il y a un redémarrage fort du secteur sur place. Donc en gros, quand on prend mirage ou réalité, je vous ai fait un petit peu les deux parties. Donc vous avez à gauche un petit peu la réalité à l'actuelle et à droite un petit peu le côté mirage, on va dire les difficultés qu'on constate sur le terrain pour faire cette transition énergétique. La réalité quand même, et on va dire les succès quand même pour la région, c'est que vous avez aujourd'hui de gros acteurs du Moyen-Orient qui sont actifs dans la transition énergétique. Je vous donne deux exemples. Aqua ou Masdar sont des acteurs qui sont très forts localement et qui commencent à investir même au-delà de leur région. Masdar investit en Afrique, en Europe, etc., dans des capacités de production renouvelables. Donc ça, c'est un vrai succès pour ces pays-là. La deuxième chose, c'est que vous avez aussi des projets emblématiques. Bon, ça, on sait très bien que la région aime beaucoup faire ça. Et donc aujourd'hui, le plus gros projet solaire au monde est basé aux Émirats Arabes Unis. C'est le parc Rachid Maktoum Solar Park, 5 gigawatts. Donc, en fait, je veux dire, alors il n'est pas totalement construit encore, parce que vous voyez, il y a 5 gigawatts installés, mais il est en voie de construction et ça sera le plus gros parc solaire du monde, basé aux Émirats Arabes Unis. Ensuite, ce qu'on constate aussi, c'est que tous ces gros parcs solaires en fait, créent quand même une activité économique énorme. On compte aujourd'hui à peu près qu'il y a plus de 100 000 emplois, 125 000 emplois dédiés à la filière solaire dans la région. Donc c'est vraiment créateur d'emplois. Et le dernier point qui est vraiment un point d'avenir, c'est le sujet hydrogène. En fait, la région veut devenir le premier producteur d'hydrogène au monde. Et ils ont d'énormes capacités solaires pour le faire, parce que vous savez qu'aujourd'hui, l'hydrogène vert, pour le fabriquer, on le fabrique à partir de sources d'énergie renouvelable, notamment solaire et éolien. Et notamment, je ne sais pas si vous savez, mais il y a un gros projet NEOM en Arabie Saoudite, donc construction d'une ville, en fait. C'est un projet à 8 milliards de dollars, qui va être 100% green et qui va être 100% sourcé en énergie via de l'hydrogène vert. Donc la production d'hydrogène vert dans ce projet sera la plus grosse, disent pour le moment que ce sera la plus grosse production d'hydrogène vert aussi au monde. Donc on a pas mal d'ambition là-dessus. Après, ce que nous on constate en étant basé là-bas dans la région depuis 5 ans, on constate quand même des difficultés assez fortes. Et donc pour vous en citer quelques-unes, la première chose c'est le cadre réglementaire. En fait, le marché de l'électricité dans la région, c'est pas un marché qui est ouvert. Il n'y a pas de bourse de l'électricité comme on peut avoir en Europe. Et donc du coup, fait que tout se passe tout le temps en négociation avec l'État. Et donc souvent les réglementations mettent du temps à se mettre en place et parfois les projets peuvent être bloqués. Je vous donne par exemple le marché du CNI. Donc ce qu'on appelle CNI, c'est tout ce qui est autoconsommation pour les industriels ou pour les commerces. Donc aujourd'hui, la réglementation, notamment aux Émirats Arabes Unis, ne permet pas de développer beaucoup de projets de moyenne taille. Donc vous avez de très gros projets flagship avec EDF, Engie, etc., qui sont aussi dans la région. Mais tous les projets de moyenne taille pour des entreprises de taille moyenne, en fait, aujourd'hui, ils ont du mal à se développer. Le deuxième sujet, c'est le sujet financement. Alors vous me dire, oui, mais il y a plein de financements, il y a de fonds là-bas pour investir dans la région. Oui, mais en fait, ce type de financement requiert du financement, ce qu'on appelle financement de projet, financement structuré, avec des banques. Et aujourd'hui, on voit bien que sur le sujet notamment du CNI, donc des projets de moyenne taille, les banques, elles ne savent pas structurer le financement de ce type de portefeuille. Et donc, en fait, ils ont du mal à sortir. Enfin, évidemment, comme vous le savez, c'est des pays qui sont fortement liés au pétrole. Et comme le pétrole reste très compétitif, ils ont du mal encore à faire le switch de passer du pétrole au renouvelable. Et donc, ils mettent du temps à faire cette transition énergétique. Mais globalement,
normalement, aujourd'hui, tous ces États, je dirais en conclusion, sont très conscients du fait qu'ils ne peuvent pas dépendre leur énergie uniquement sur le pétrole. Et ils préfèrent se dire, le pétrole, je vais le vendre à l'extérieur. Et finalement, moi, je vais produire de l'électricité à base d'énergie renouvelable parce que j'ai des grosses capacités, notamment de gisements solaires. Et même éoliens dans la région. Voilà un petit peu pour faire un panorama, je dirais, de l'état actuel de la transition énergétique au Moyen-Orient et de ce qui reste, de tout le chemin qui reste à faire, quoi. Merci. Très bien, merci beaucoup à vous deux. On a encore 25 minutes avant de donner la parole au public. Je voudrais juste peut-être rebondir sur quelques éléments que vous avez soulignés, Sandra et Damien, et merci beaucoup d'ailleurs pour vos interventions. Peut-être revenir sur toi, Sandra, toi qui nous as parlé donc, de la COP28. Donc, sauf erreur de ma part, c'est la première fois que c'est organisé dans un pays de la péninsule arabique. Donc, il y a énormément d'attentes et bien sûr, tu n'as pas de baguette magique, mais est-ce que tu pourrais nous dire, selon toi, qu'est-ce qui va faire que la COP28 va peut-être un succès et en quoi elle va être différente des 27 éditions précédentes? Alors, effectivement, la COP28, c'est la première qui aura lieu dans un pays du monde arabe. Comme le disait Damien, ça va être un succès parce que la route est tracée. On les attend au tournant. C'est-à-dire que le président de la COP28, Sultan Al-Jaber, est aussi président du géant pétrolier ADNOC, d'où la controverse aujourd'hui. Mais c'est aussi le président de Masdar, dont on a parlé, et le ministre de l'industrie et des technologies avancées. Il est très respecté aux Émirats et il veut vraiment montrer que l'action va être au cœur de cette COP. Il veut des solutions concrètes et applicables et inclusives, donc applicables non seulement aux pays riches mais aussi aux pays émergents. Et il veut impliquer plus que les autres COP, je pense, les entreprises, le secteur privé. D'où le site que vous avez vu et puis vraiment le rapprochement entre la partie politique et privée qui aura lieu sur cette COP28. Bien, merci beaucoup Sandra. Et Damien, pour revenir sur certains de tes propos, tu nous disais justement que du coup les gisements renouvelables c'est surtout à destination du marché domestique et on serait toujours dans une logique d'exportation des énergies fossiles. Mais du coup, selon toi, est-ce que la région est favorable pour les investisseurs étrangers? Est-ce qu'il y a une place pour ces investisseurs-là ou pas? Et est-ce que c'est la région favorable pour une transition énergétique? En fait, vous avez je dirais, en tant qu'entreprise française, de se dire est-ce que je peux me développer au Moyen-Orient? Il y a quand même plusieurs choses qui sont intéressantes. C'est qu'aujourd'hui, les gens localement n'ont pas des capacités à la fois humaines et techniques sur certains nombres de sujets. Donc on voit notamment que les gros fleurons français ont réussi à se développer là-bas de manière assez significative, et notamment EDF et Engie pour la partie énergie. Mais on voit aussi que ce sont des acteurs qui ont besoin beaucoup de technologie. Donc tous les acteurs français, notamment qui travaillent sur des sujets de stockage, sur les sujets d'hydrogène, etc., et en fait, ils auront leur place, ils seront accueillis à bras ouverts là-bas, puisqu'en fait, ils ont besoin de ça, et en fait, ils veulent incorporer ces technologies et les déployer chez eux. Donc faire ça là-bas, en fait, c'est vraiment intéressant, et je pense qu'il y a beaucoup d'espace, et il y a beaucoup de hubs d'ailleurs qui sont créés, notamment à Masdar, etc., pour accueillir ces entreprises-là. Merci, et justement, tu as donné un élément qui, je pense, peut être intéressant pour notre audience, parce qu'on a souvent quand même des entrepreneurs français ou alors des conseillers des banques qui gravitent autour d'entreprises françaises, et notamment sur le biais des PME françaises. Tu nous as parlé des grands groupes comme EDF et Engie, mais vraiment, est-ce que cette place pour les petites PME françaises, elle est surtout sur la composante technologie, stockage, ou est-ce que tu vois qu'il y a d'autres pans justement des énergies renouvelables où ils pourraient agir, et surtout, quel conseil tu pourrais donner à une petite PME française qui souhaite justement s'implanter sur ce secteur-là? Effectivement, comme je le disais tout à l'heure, effectivement, sur la partie technologique, en fait, je dirais que les gros fleurons, c'est facile de s'installer là-bas. Pour les petites, il faut vraiment arriver avec une solution technologique qui soit vraiment différenciante. Aujourd'hui, par exemple, faire du développement de projets solaires, notamment de moyenne taille dans la zone, c'est vraiment compliqué parce que la réglementation n'est pas encore en place. Donc ça ne permettra pas d'avoir un marché suffisamment porteur là-dessus. Et si j'avais un conseil à donner à une entreprise pour s'installer là-bas, un peu comme on a fait quand on s'est installé il y a 5 ans, c'est de s'appuyer sur les services de Business France, la CCI aussi, qui fonctionnent très bien et qui permettent
de se connecter à l'environnement local et pour monter sa société, refaire ses premiers recrutements, ouvrir la filiale, monter des comptes bancaires. Et c'est vrai qu'on a toujours eu, on a une douzaine de bureaux aujourd'hui dans le monde et en fait on a utilisé souvent les services de Business France et ça a toujours bien fonctionné. Après, pour rebondir sur la partie investissement dans la région, ce qu'on voit, c'est que Abu Dhabi veut clairement devenir la capitale de la finance verte dans le monde. Donc aujourd'hui, ils sont en train d'attirer beaucoup de gestionnaires de fonds, donc des grands fonds d'investissement comme, pour donner des noms français, comme Ardian, Tikeo ou les internationaux comme BlackRock, etc. Et en fait, les gens viennent s'installer là-bas pour lever des fonds, notamment auprès des fonds souverains, Mubadala, etc. Et du coup, investir dans des projets. Donc on a aussi cette volonté, je dirais, un peu pour vous donner l'exemple de comme Singapour un peu en Asie, qui est vraiment la place financière en Asie. Aujourd'hui, on voit émerger Abu Dhabi, qui pourrait devenir vraiment la grosse place financière forte sur cette thématique, la finance verte, dans toute la région. Et quand je dis toute la région, c'est en gros Moyen-Orient et Afrique, parce qu'aujourd'hui, on sent quand même que Maurice, qui a été le hub historique de la région, notamment africaine, est en train d'un petit peu de perdre de vitesse, et on sent que les deux pôles, enfin les deux villes des Émirats Arabes Unis que sont Dubaï et Abu Dhabi commencent à prendre de plus en plus de poids sur ce sujet-là, sur la thématique de la finance verte. Et si je peux compléter, merci Damien pour ce témoignage. Pour les PME, sur les deux gros marchés, que ce soit Arabie Saoudite ou Émirats, il y a vraiment un attrait fort. Enfin, il y a le Make It in the Emirates. En fait, les acteurs locaux veulent que vous installiez sur place, ce qui n'est pas toujours possible quand on est une PME. Donc la carte distributeur grande famille qui va pouvoir être votre agent est vraiment important quand on est une entreprise de petite taille. Et pour ça, à chaque fois qu'on a une mission, on invite notamment les donneurs d'ordre, mais aussi tous les distributeurs, les grandes familles qui peuvent relayer vos solutions. Parfait, merci beaucoup Damien, merci beaucoup Sandra. Il nous reste donc 20 minutes pour la session d'échange et questions-réponses. Donc écoutez, elle est lancée. N'hésitez pas à lever la main si vous avez des questions. On a Souraya, donc étudiante de l'ECE, qui est là pour vous passer le micro. Donc quelle serait la première question? Est-ce qu'on en aurait une? Merci Sandra, merci Damien. J'ai une question pour Damien. À part la réglementation qui ne favorise pas trop le financement classique de projets, comme ce qu'on voit en France ici, c'est le fait qu'on n'est pas directement passé par des appels d'offres comme ici Creux, où il y a un contrat d'achat qui est déjà mis en place, genre garanti pour le développeur, ou c'est quoi le problème des projets de moyenne taille à part la réglementation? Parce qu'on sait qu'il y a Société Générale qui est là-bas, il y a beaucoup de banques françaises qui sont là-bas et qui font pratiquement la même chose ici. Donc c'est quoi le frein, le véritable frein là-bas? Merci. En fait, ce qui se passe, c'est je dirais un peu comme l'exemple du Maroc, mais en fait, il y a des gros appels d'offres. Il y a des appels d'offres sur des énormes projets, donc de quelques centaines de mégas au giga. Et donc là-dessus, il y a tous les grands noms internationaux qui viennent se positionner dessus. Sur l'appel d'offres, il faut se positionner sur le prix le plus faible. Ensuite, l'appel d'offres est gagné avec un prix sur une durée déterminée à 20 ans. Les grandes banques internationales, effectivement, SOGÉ, viennent financer ces projets. Et donc, le problème, c'est que ça touche une fraction très limitée d'entreprises. Et ça peut être que des entreprises, enfin, si je prends les françaises, il n'y a que EDF et Engie ou Total qui sont capables d'aller se positionner là-bas. La fraction de PME françaises ne pourra pas s'y positionner. Donc, en fait, il manque tout le segment de marché mid-cap, ce qu'on voit en France avec les appels d'offres creux qui vont de 100 kg, on va dire, jusqu'à 20 mégas. Ce marché-là n'existe pas, malheureusement, et du coup ne permet pas. Alors, il y en a qui ont essayé, il y a quelques projets qui se font, mais c'est très limité encore en termes de taille. Donc, bonjour, je m'appelle Farid, je représente une structure, une jeune pousse qui s'appelle Tech for Gaia. Notre sujet, c'est la biodiversité. Le sujet aujourd'hui était la transition écologique et non pas la transition énergétique. Donc finalement, quelle est la prise en compte de cette biodiversité dans ces états-là? C'est un vrai sujet parce qu'il y a une volonté de la prendre en considération de manière très forte. Après, il y a des sujets un peu controversés sur le sujet parce que le truc, c'est que faire des projets de ce qu'on appelle Nature-Based Solution dans la région, c'est compliqué.
parce que la région est quand même désertique, donc faire pousser dans le désert, globalement, c'est compliqué. Donc, ils essayent de faire des projets. Il y a des projets qui sont en cours. Il y en a un sur les mangroves notamment. Il y a un gros plan de plantation de mangroves aux Émirats. Après, il va y avoir un volet sur cette COP aussi biodiversité. Même s'il y a une COP biodiversité, il y a une journée biodiversité et il y aura, voilà, le volet sera traité aussi pendant la COP 28. Après, il y a pas mal de projets aussi dans l'agroalimentaire, de tests, de farm tests. Voilà. Donc, en gros, localement, ils essayent de faire des projets de ce type-là. Ça restera, enfin, pas à l'échelle de ce qu'ils peuvent faire. En revanche, ce qui est en train de se passer, c'est que du coup, ils font de la décarbonation. En fait, ils vont compenser leurs émissions en achetant des crédits carbone. Et notamment, ils sont en train de se positionner pour acheter des crédits carbone sur des terres africaines. Donc là, ils ont proposé, je ne sais pas si vous avez vu ça dans la presse, mais de prendre 10% d'un pays africain. Il me semble que c'était la Zambie. Bref, et prendre pour récupérer en fait les crédits carbone à la zone. Et donc de financer ça. Donc en gros, pour l'instant, on va dire quelques projets un peu emblématiques localement, mais surtout du financement justement de conservation de forêt en Afrique pour en gros décarboner leur bilan. Bon, après, cette compensation se fait aussi dans d'autres pays européens. Enfin voilà, on va acheter des terres, du crédit carbone dans d'autres pays, donc c'est pas propre aux Émirats. Et après, sur les villes, il y a aussi le plan Dubaï 2040, par exemple, qui veut développer les espaces verts et les espaces naturels type Atta. Je ne sais pas si vous connaissez aux Émirats aussi. Donc ça fait partie des politiques de la ville également. Alors, je précise que j'ai aucun intérêt dans ce que je vais énoncer. J'ai pas d'entreprise. Mais si on prend l'Arabie Saoudite, les projets de plantation et de biodiversité sont au cœur de la stratégie de résilience, que ce soit les millions de palmiers envisagés, enfin les millions de plantations d'arbres, pardon, et justement de voir comment remplacer le palmier, considéré comme particulièrement waterivore, et donc de vraies études qui sont assez poussées sur les plantations originelles. Et on voit dans le projet NEOM notamment où il y a une préservation une vraie logique de préservation de la biodiversité, notamment de la flore, avec aussi la réhabilitation de flore ancienne qui était particulièrement résistante. Donc on ne peut pas nier les programmes de recherche et avec, pour certains, extrêmement avancés, avec parmi les meilleurs botanistes. Mais j'en sais guère plus. Néanmoins, pour avoir vu des programmes qui développent ces détails et qui les présentent au public sur place, ils sont d'ampleur et largement financés, avec vraiment une recherche pour aller chercher une flore qui puisse être résiliente et changer de ces plantations hebdomadaires qu'on arrose à perte et qu'on remplace. Donc il y a vraiment ce travail-là. Je me permets de compléter parce que en fait, c'est très peu documenté chez nous. Mais je ne sais pas avec qui ils travaillent sur place, mais je sais qu'en plus, comme Riyad et Abu Dhabi sont assez en concurrence, ça devrait évoluer pas mal. Bonjour, moi j'avais deux questions. La première, c'est que sur le manque de financement, comment c'est possible alors qu'on sait que ces pays ont des fonds souverains énormes en fait ils gagnent énormément d'argent en ce moment avec les cours du pétrole qui sont hauts. Donc comment il peut manquer de l'argent? Est-ce que ça veut dire que finalement cette volonté d'aller vers une nouvelle transition, elle n'est pas aux endroits où il faudrait? Et ma deuxième question, je ne sais pas si vous avez la possibilité de savoir ça, mais est-ce qu'il y a aussi une prise de conscience sur la sobriété énergétique là-bas aussi, enfin je veux dire de l'intérieur, de voir comment on peut consommer moins de pétrole, ou alors ils en ont tellement que ça c'est pas un sujet? Alors pour répondre à la première question, en fait, le truc c'est que c'est une décomposition de marché. En fait, on va dire il y a deux marchés. Il y a le marché des gros projets, très flagship, ce que je disais, en centaines de mégas ou en gigas. Là-dessus, il n'y a pas de problème de financement. Parce que en fait, c'est des appels d'offres qui sont mis en place. Il y a du financement qui vient de banque internationale ou locale et c'est réglé. En fait, le problème, c'est tout le marché de taille moyenne. Parce que
normalement, l'énergie solaire, pour reprendre cet exemple-là, c'est censé être une énergie décentralisée, puisqu'elle peut être auprès des points de consommation. Et en fait, ce marché-là n'existe pas et aujourd'hui peu régulé, et donc du coup difficilement finançable. C'est juste ce que je disais. Donc en gros projet facilement finançable, petit moyen projet difficilement finançable. Voilà ce que je veux dire. Sur la deuxième question c'était sur sobriété. Oui, alors en fait ce qu'on appelle, il y a beaucoup de développement de ce qu'on appelle des ESCO, Energy Saving Company. Donc en fait c'est notamment sur les sujets de limiter l'impact de la climatisation, etc., de changer un peu ça. Et donc là aujourd'hui il y a même des fonds d'investissement qui se créent basé sur le modèle de, en fait, je vais réduire la consommation d'énergie des bâtiments ou des industries dans la région. Et là, il y a beaucoup de choses qui se font. Oui, bonjour. Hervé, je travaille chez Engie. Vous avez dit, je partage aussi que finalement l'économie n'est pas complètement libérale, ouverte, etc. Voilà. Donc drivée, en particulier sur les grands projets par les gouvernements. Il semblerait que les pays entre eux en ce moment se font une compétition exacerbée qui s'accélère, ce qui n'était pas le cas il y a 1 an ou 2. Alors pour nous Français, à votre avis, est-ce que ça va faciliter ou au contraire freiner certains projets, certaines décisions, cette concurrence entre pays? Est-ce que par exemple l'Arabie ne va pas nous demander de choisir, c'est soit chez eux, soit chez les petits voisins, voilà. Comment vous voyez ça? Ouais, ils le font déjà, c'est-à-dire qu'on a des entreprises qui vont en Arabie et effectivement ils leur demandent pour travailler avec nous, il faut que vous soyez implantés. Après c'est la même chose aux Émirats, si on veut travailler avec ADNOC, il faut être implanté non seulement aux Émirats mais à Abu Dhabi. Donc il y a même une concurrence entre les États. Alors il va falloir soit choisir voilà, les gros pourront aller un peu partout, mais j'ai pas la solution miracle. Ouais. Alors, pour le coup, là, j'ai une question qui résonne avec ce qui a été dit antérieurement. Vous l'avez évoqué, l'une des grandes problématiques, c'est moins le financement, parce que oui, que ce soit le PIF ou autre, il y a l'argent, il y a la volonté d'innover et d'essayer tout et voir parfois n'importe quoi, mais au sens curieux. Mais derrière, il y a le faire. Et là, c'est le LEAP, en fait, il n'est pas ascensionnel et expérimental, il est vraiment dans la capacité à mettre en œuvre avec une grande difficulté qui est la formation de la main-d'œuvre sur place et à tous les niveaux, que ce soit en termes d'ingénieurs de très haut niveau, comme en même temps des équipes, les enjeux de management qui sont véritables et la structuration. Je dirais du déploiement et de la mise en œuvre. Et aujourd'hui, la France, qui est très bonne sur des questions de management, avec parmi les meilleures écoles au monde, est assez absente de cet accompagnement. Enfin, il y a les plans. Tous les cabinets de conseil ont fait des plans qui sont dans tous les ministères d'Arabie Saoudite et des Émirats. Pour autant, sur le terrain, notre capacité par rapport aux Américains et aux Anglais, elle est assez faible parce que nous-mêmes, on n'arrive pas avec des équipes acculturées et prêtes à encadrer avec beaucoup d'humilité et de capacité à s'adapter aux circonstances. Et en fait, c'est comme ça qu'on se fait passer devant par d'autres marchés. Donc, c'est moins la question de l'investissement, me semble-t-il. Et donc, j'affirme néanmoins, ça peut se retourner en question. C'est comment est-ce que nous, en fait, derrière, on crée ou on vient abonder cette manne qu'est la compétence et où on vient derrière l'amorçage et l'accompagnement financier, aussi en moyens humains, s'implanter durablement là où d'autres compagnies, des grosses compagnies le font, mais où la concurrence d'agences moyennes américaines, hollandaises, anglaises, italiennes aussi le font très bien. Et en la matière, peut-être qu'il y a quelque chose aussi à développer, mais qui vient après l'investissement. L'investissement est là, mais le faire est vraiment l'enjeu, me semble-t-il. Il y a encore une question. Bonjour, j'ai créé une société dans l'efficacité énergétique des bâtiments et à plusieurs reprises, nous avons tenté de pénétrer le marché du Moyen-Orient et la difficulté qu'on a retrouvée, c'est que les normes et les labels qui sont mis en place dans ces pays-là, pour ce qui concerne en tout cas le bâtiment et la consommation des bâtiments, ne sont pas identiques à celles de la France
Et en fait, j'ai pas réussi, en dehors du fait de faire carrément une formation complète des labels et des normes exigées par ces pays-là, j'ai pas trouvé d'aide, en tout cas en France, pour pouvoir adapter, on va dire, les compétences et les connaissances qu'on a dans ce domaine-là. Donc ça rajoute un frein à tout ce que vous avez dit au tout début. Et le problème, c'est que je ne vois pas de solution se mettre en place en France pour aider des entreprises de ce type-là, c'est-à-dire qui sont confrontées à des normes étrangères qui ne sont pas identiques à celles de la France et qui, en plus, ne sont pas considérées comme des normes de haut niveau, pour eux en tout cas, pour certains acteurs sur place. Et donc, c'est pas simple déjà de s'orienter vers les bonnes normes. Et donc, voilà, nous, on est confrontés à chaque fois à ce genre de problème. Donc, on est obligé d'aller chercher des gens sur place qui auront peut-être la capacité d'appréhender ces normes-là, mais pas avec la logique que l'entreprise, la nôtre par exemple, met en place pour ce genre de pays, en fait. Et je ne sais pas si vous avez des pistes ou des orientations dans les secteurs qui nécessitent, surtout dans les consommations d'énergie, pour aider les entreprises à se caler à ces normes-là. Alors, à Business France, en France, il y a un service réglementaire qui aide justement à connaître les normes. Et après, sur place, le plus simple, c'est d'avoir un partenaire qui vous aide dans toutes les démarches qu'il y a à faire. Comme c'est, voilà, il faudrait qu'on rentre dans le détail de votre produit. Si vous voulez, on peut en parler après et voir comment on peut vous accompagner. Voilà. D'accord, ok. Bonjour, merci beaucoup pour vos présentations. Une question un peu double. La première sur la COP28. Quel est, selon vous, le gros avantage d'être présent en tant qu'entreprise et qu'est-ce qui va se passer concrètement dans les 3 jours, 5 jours de la mission que vous organisez sur le plan des solutions innovantes à apporter? Et la question plus générale concerne des carburants, la transition vers les nouveaux carburants alternatifs. Donc, est-ce que vous percevez vraiment un push pour que les Émirats, les Saoudiens, tous ces pays de la région deviennent des producteurs majeurs de e-méthanol et carburants dits alternatifs sur la base de l'hydrogène? Merci. Alors, sur la COP28, c'est vraiment le rassemblement où tout le monde va être mobilisé. Donc, ça va être plus facile d'avoir tous les acteurs au même endroit, de pouvoir les réunir, faire des sessions collectives. Ça va être plus facile aussi peut-être de pouvoir organiser des rendez-vous B2B, puisque tous les gros acteurs vont avoir des pavillons sur place. Ça va vous permettre d'avoir des informations sur tous les marchés et les opportunités aussi, puisque quand on rassemble une délégation d'entreprises, on fait toute une partie présentation avec le service économique et avec la Chambre de commerce, avec Business France qui va vous aider sur tout ce qui est pratique des affaires, opportunités marché. Voilà, ça c'est pour la partie COP28. Après, sur la partie, alors vous disiez carburant alternatif, c'est ça ? Sur la partie véhicule, en tout cas pour les Émirats, il y a un plan de développement énorme, un engouement énorme sur l'électrique récemment et sur l'hydrogène. Mais alors on en est au début. Je parlais avec Enoch, qui est le géant pétrolier par exemple de Dubaï, qui revenait de France et qui nous disait mais je vois des stations hydrogène partout, moi je veux les mêmes. Donc il y a forcément une appétence pour l'hydrogène, pour l'électrique et pour les véhicules autonomes aussi. Dubaï va avoir 25% de véhicules autonomes à horizon 2030, à la fin de la décennie. Et sur la thématique e-fuel, nous on accompagne déjà des acteurs en Europe qui travaillent sur ces stratégies-là de développement. On va dire c'est très technologique pour le moment, avec plutôt des investissements on va dire très early stage ou venture capital sur ces sujets-là. J'en ai pas encore vu au Moyen-Orient, enfin à date, mais je pense qu'il y a toute la matière pour qu'ils puissent le faire. Et ils ont tout intérêt à se positionner là-dessus, très clairement. Mais aujourd'hui, les premiers développeurs de technologie e-fuel, d'ailleurs, on les voit plutôt émerger en Europe du Nord, en Scandinavie, et du coup redescendre sur des projets là plutôt en Europe du Sud, en s'alliant sur du solaire pour produire de l'hydrogène vert. Mais j'ai pas encore vu de développeurs spécialisés sur le e-fuel dans la région Moyen-Orient. Il nous reste encore 5 minutes. Est-ce que vous voyez d'autres questions peut-être? Oui. On a une question.
excuses. Pas de questions? Bon, oui, bah écoutez, je pense qu'on peut, on peut applaudir nos deux intervenants pour leur intervention et leurs questions. Merci beaucoup Damien, merci beaucoup Sandra. Et puis n'hésitez pas si vous souhaitez donc réseauter avec nos intervenants, je vous en prie. Merci.